Jérôme Héricourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller scientifique au CEPI, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille et on va évoquer ensemble la décennie perdue pour la zone euro, une expression qui est aujourd'hui passée dans le langage courant chez les économistes quasiment. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que recouvre cette expression de décennie perdue ? Alors, cette expression de décennie perdue, c'est une expression qu'on a commencé à employer pour les pays d'Amérique latine suite à la crise de la dette dans les années 1980 et qu'on a vraiment commencé à retrouver après dans les années 90 au sujet du Japon qui, après 2 décennies de croissance très rapide, s'est retrouvé englué dans une stagnation économique. La décennie perdue, c'est ça. C'est une crise, au départ, normale, entre guillemets, c'est-à-dire une situation de récession qui se retrouve prolongée très longtemps suite à des erreurs de pilotage économique. Quelles sont les causes de ces décennies perdues ? Alors, en règle générale, pour revenir par exemple à l'exemple de la zone euro, hein, puisque c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, la zone euro, on peut vraiment se demander si elle n'est pas dans une situation de décennie perdue. Hein. En 2016, la zone euro retrouve seulement, en moyenne, j'insiste bien sur le en moyenne, je vais y revenir, le niveau de production par habitant qui prévalait avant la crise en 2007-2008. J'insiste sur le en moyenne parce qu'un pays comme l'Italie a aujourd'hui le niveau de production par habitant qui était le sien en 1997, c'est-à-dire au moment des fixations des parités pour préparer l'entrée dans la monnaie unique. Donc on est vraiment là, typiquement dans cette situation de stagnation prolongée. Alors, pour reprendre votre question, quelles sont les causes ? S'agissant de l'économie européenne, l'économie européenne elle a été frappée par une série de chocs macro économiques et financiers. Donc d'abord la crise des subprimes, puis après la crise des dettes souveraines. Et ces deux chocs, l'effet récessionniste de ces deux chocs s'est trouvé amplifié par des erreurs de pilotage macroéconomique. 2 erreurs, l'une sur la politique budgétaire, où après une relance qui de toute façon était très timide par rapport à ce que faisaient ce que faisaient les États-Unis, ce que faisaient les autres grandes économies. On pense notamment au plan de relance assez massif qui a été décidé par Barack Obama. Le déficit public a atteint quand même 10% du PIB aux États-Unis dans ces années-là, dans ces années 2009-2010. On a eu une relance budgétaire qui a été timide, puis qui a été arrêtée immédiatement en 2011, où là, les pays de la zone euro se sont lancés dans une réduction à marche forcée des déficits publics, ce qui a replongé l'économie. Là, on est typiquement dans le profil d'une récession en W. Donc, on a une première récession en 2008-2009, une reprise qui est étouffée dans l'œuf et qui se retrouve retransformée en récession en 2012-2013. Donc, la politique budgétaire et évidemment la politique monétaire. Donc, la politique monétaire raisonnablement expansionniste entre 2008 et 2011, on a un resserrement totalement à contretemps en 2011, avant que la politique monétaire se décide à être franchement expansionniste à nouveau en 2013. Mais donc, on a ces 2 erreurs de pilotage qui se trouvent aggravées, tout en contribuant d'ailleurs au déclenchement des crises de dette souveraine, qui réunissent les conditions donc, de cette décennie de stagnation que nous sommes en train d'achever dans la zone euro. Est-ce qu'on peut identifier les conséquences de cette décennie perdue ? Ces mauvais choix de politique économique, ils ont conduit à une insuffisance chronique de la demande à l'intérieur de la zone euro. Cette insuffisance chronique de la demande, elle se matérialise aujourd'hui dans un excédent courant qui est à plus de 3% du PIB. Les dernières prévisions du FMI parlaient de 3,2, je crois. Excédent qui vient évidemment de l'énorme excédent allemand, qui est aujourd'hui plus gros en volume que celui de la Chine. Et ça reflète une insuffisance de la demande intérieure et notamment une insuffisance chronique d'investissement. Et ça, non seulement ça nous pose un problème donc, de court terme, parce que ça veut dire que notre croissance est molle, notre croissance est lente, mais en plus ça nous pose un problème de croissance à long terme, puisque pas d'investissement, ça veut dire affaiblissement du potentiel de croissance. Dans ses dernières recommandations de politique économique de novembre 2016, la Commission européenne estime que le potentiel de croissance de la zone euro s'est affaissé environ de moitié. Est-ce qu'on peut éviter que cette situation ne perdure ? Déjà, on peut commencer par regarder ce qui s'est fait ailleurs. D'accord ? Une leçon de l'expérience américaine, c'est que la politique monétaire, elle doit rester expansionniste, même quand les fondamentaux se sont améliorés. La politique monétaire expansionniste américaine, c'est 7 ans. C'est décembre 2008 à décembre 2015. 7 ans de taux zéro, alors même que le taux de chômage amorçait une nette décrue en 2012 et qu'on était à 5% de taux de chômage fin 2014. D'accord ? Donc vous voyez, on arrive au plein emploi fin 2014 et pourtant la Fed attend fin 2015 pour dire maintenant j'estime que la situation s'est normalisée et qu'on peut on peut revenir dans un régime de politique monétaire normal. Donc vraiment, là, le taux de chômage de la zone euro fin 2016, c'est encore 10%.
ça veut vraiment dire qu'il faut continuer la politique monétaire expansionniste. Le deuxième point, c'est reconnaître que la politique monétaire expansionniste ne peut pas tout. Et ça, Mario Draghi l'a très bien dit dans un discours à Jackson Hole en août 2014. Il faut que la politique budgétaire soit nettement plus active dans la zone euro qu'elle ne l'a été. Alors on est passé d'une période restrictive à une période de neutralité. Je crois vraiment qu'il faut aller plus loin aujourd'hui. Est-ce que vous parliez il y a un instant des montants avancés, des recommandations, excusez-moi, de politique économique de la Commission européenne, justement sur ces questions budgétaires. Est-ce que les montants avancés dans ces recommandations vous paraissent suffisants? Alors, l'impulsion budgétaire, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, je vais y revenir, mentionnée dans ces recommandations de politique économique, elle est de 0,5% du PIB. D'accord ? Or, dans le même document, la Commission européenne dit, mais rien que pour fermer pour revenir au potentiel de croissance, pour fermer l'écart à la croissance potentielle, il faudrait 0,8% du PIB. Donc déjà, l'impulsion préconisée est en dessous de ce qui serait optimal pour revenir ne serait-ce qu'au potentiel de croissance. En outre, il ne s'agit pas d'argent frais. Il ne s'agit pas de dire on va faire un nouveau plan d'investissement ou quoi que ce soit. Non, la Commission européenne dit il faudrait faire deux choses. Il faudrait que les pays qui ont des excédents acceptent de les mobiliser ou qui ont des marges de manœuvre budgétaires acceptent de les mobiliser pour faire une politique plus active de soutien à la demande dans la zone euro, une politique de relance. L'Allemagne, pour ne pas la nommer, et qu'on mobilise de manière plus active les fonds du plan Juncker, du plan d'investissement pour l'Europe. Est-ce qu'on n'est pas là aux limites de ce qui est possible de faire dans le cadre institutionnel existant? Non mais oui, clairement, puisque dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, on est dans un environnement qui est fait de telle manière qu'on est dans un scénario perdant-perdant. C'est-à-dire que les pays qui n'ont pas de marge de manœuvre budgétaire auraient besoin et souhaiteraient une politique de relance budgétaire, tandis que les pays qui ont des excédents budgétaires ne souhaitent pas mobiliser ces excédents. Donc en fait, il faudrait une approche plus collective, parce que là, on est aux limites. Si vous voulez, on a une politique monétaire qui est éminemment fédérale, puisqu'on a une monnaie unique pour plusieurs pays. Il faudrait une politique budgétaire qui soit conforme au principe fédéral qui a présidé à la naissance de l'euro, de la monnaie unique européenne. Et donc pour ça, il faudrait, comme le préconise par exemple Thomas Piketty, que vous ayez un parlement de la zone euro où les décisions se prennent collectivement. Effectivement, on en est encore loin. Si on veut éviter une nouvelle décennie, il va falloir réconcilier les citoyens avec le projet européen. Et sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Héricourt pour cet éclairage sur cette décennie perdue en zone euro. Merci. Merci à vous.